Les maladies rénales constituent en RDC, comme dans le reste du monde, un véritable problème de santé publique. Selon les études épidémiologiques réalisées à Kinshasa, 12,4% de la population est atteinte d'une maladie rénale. Néphros, du grec le rein, au nombre de 2, sont des petits organes en forme de haricots situés vers l'arrière du torse, derrière les côtes inférieures. Les reins jouent un rôle important dans l'organisme. Le rein dans l'organisme sert de filtre pour enlever les déchets dans le sang et éliminer ces déchets dans les urines. Donc ce qui revient à dire que le rein a 3 structures ou 3 parties importantes. Il y a les premiers tuyaux qui sont les vaisseaux, principalement les artères, qui amènent le sang du cœur vers le rein. Et lorsque nous arrivons au rein, nous avons un filtre qu'on appelle glomérule. Et à partir de ce filtre, partent des tuyaux que nous appelons les tubules, qui amènent l'urine jusqu'à la vessie. Donc, pour un bon fonctionnement du rein, il faut l'intégrité des vaisseaux, qu'on appelle artères, qui amènent le sang vers le filtre, qui est le glomérule. Il faut que les pores de glomérule, comme les mouyungulu des mamans à la maison, soient perméables pour que les déchets puissent passer et que les tuyaux qu'on appelle tubules, qui amènent vers la vessie les urines pour être éliminés, soient aussi perméables. Les reins peuvent être atteints et devenir incapables de fonctionner normalement par la suite d'une maladie rénale, une infection, une tension artérielle élevée et incontrôlable ou en raison des complications du diabète sucré. Pour avoir une insuffisance rénale, il faut qu'il y ait une atteinte, soit brutale, cela veut dire que les reins fonctionnent normalement, mais il y a une cause qui de manière brutale interrompt soit l'arrivée du sang au niveau du filtre ou empêche les mailles, les pores, les trous au niveau du filtre d'éliminer, de filtrer le sang, ou encore un obstacle dans les tuyaux qui amènent l'urine vers la vessie. Donc le rein, les 3 éléments-là peuvent être atteints, soit brutalement, soit détruits de manière progressive. L'insuffisance rénale est une maladie très peu connue en République démocratique du Congo. Pourtant, de plus en plus de personnes en souffrent dans le pays. Dénuées des symptômes, les maladies rénales chroniques sont souvent diagnostiquées au stade terminal. L'insuffisance rénale peut être de 2 formes, aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une altération brutale de la fonction rénale de manière réversible. L'altération de la fonction provient d'une cause externe. Même si le cas réclame une dialyse en urgence, le traitement de la cause initiale permet de récupérer la fonction. Et comme vous pouvez le comprendre, dans le premier cas, si on soigne à temps le malade, le rein peut reprendre totalement sa fonction. Parce que le rein fonctionnait normalement, mais il y a une raison. Et quelle est l'une des raisons? C'est par exemple la malaria. Quelqu'un qui fait la malaria, si les globules rouges, donc qui transportent l'oxygène, ce que nous appelons le sang, sont détruits en grand nombre, il y a des constituants du globule rouge qui vont aller s'enclaver dans le rein et empêcher cette fonction dont nous avons parlé de filtration. Une autre cause d'arrêt brutal, ce sont les plantes médicinales. Les plantes de la médecine traditionnelle, comme on dit. Les plantes, là, ils ont un principe actif, souvent, on ne connaît pas. Les principes actifs qu'on ne connaît pas. Alors, ces principes actifs-là, si ça se fait que ça peut induire une malformation, un problème au niveau rénal. Donc, vous comprenez qu'il va abîmer davantage son rein. C'est dans ce sens-là que je peux peut-être dire à ces malades-là vraiment de se préserver, de ne pas prendre n'importe quelle plante, parce que nous ne connaissons pas toutes les plantes. Il y a des analyses quand même qu'on arrive à faire avec d'autres plantes. Mais nos plantes ici congolaises, il n'y a pas beaucoup d'études par rapport à toutes nos plantes qu'on est en train de consommer. Et même des médicaments de la médecine moderne, certains sont toxiques pour les reins si on les donne à de très fortes doses.
Donc, les causes principales d'arrêt brutal, nous avons les infections, et j'ai cité la malaria, nous avons d'autres infections comme la fièvre typhoïde ou la généralisation des microbes dans le sang qu'on appelle sepsis ou septicémie. J'ai parlé des toxiques comme les médicaments, mais n'oubliez pas aussi, comme nous avons dit, il faut que le sang arrive au niveau du glomérule, du filtre, pour que l'urine soit formée. Donc toutes les causes de diminution de volume de sang, comme les enfants qui sont déshydratés à cause de la diarrhée, à cause des vomissements. Donc toutes ces situations où le sang ne sait plus arriver suffisamment au niveau du glomérule occasionnent aussi une insuffisance rénale aiguë. Cela veut dire un arrêt brutal du fonctionnement du rein. Et comme j'ai dit, si on prend à temps ces gens en charge, le rein va récupérer sa fonction. Mais si ça traîne, les lésions vont être importantes et aiguës, le malade va basculer en insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique est liée à la dégradation de la structure de rein qui entraîne ainsi la diminution de ses capacités de filtration de manière irréversible. La quantité de sang qui arrive diminue progressivement. Et nous avons deux grandes maladies qui sont responsables de cette situation, c'est l'hypertension et le diabète. Parce que comme vous savez, dans l'hypertension, le calibre de vaisseau est réduit, ce qui fait que le sang n'arrive plus à circuler librement pour arriver au niveau du rein, et donc les reins souffrent. Comme à la maison, le jour où il n'y a pas assez de pression dans les tuyaux de la régie des eaux, nous ne recevons pas assez d'eau à la maison, c'est pratiquement la même chose. Donc, dans l'hypertension comme dans le diabète, le calibre de vaisseau diminue et le filtre est lésé aussi par cette situation. Donc là, l'installation est progressive. Et comme l'installation est progressive, donc la destruction est irréversible. C'est ainsi que dans ces situations-là, il faut bien soigner et l'hypertension et le diabète pour prévenir. C'est pourquoi dans le cas de l'hypertension et du diabète, le bon traitement de ces maladies prévient la destruction progressive de rein. Alors, une des causes aussi principales de la destruction chronique, c'est l'atteinte du filtre directement. Et là, l'atteinte du filtre, comme nous avons dit, ça peut se voir dans le diabète, ça peut se voir dans l'hypertension, mais il y a aussi des maladies que nous appelons glomérulonéphrite, donc l'atteinte du filtre. Ça peut être primitif, cela veut dire qu'on ne connaît pas exactement la cause, mais de manière secondaire, une cause importante dans notre milieu, c'est l'infection à VIH. Donc le microbe, le virus du sida attaque directement le filtre du rein, et c'est pourquoi lorsque l'on soigne les gens qui souffrent du sida, il faut régulièrement contrôler le fonctionnement de leur rein, sinon vous les découvrirez tardivement. Il y a d'autres maladies également, par exemple la goutte, la prise des anti-inflammatoires également, si c'est pris de manière prolongée, ça peut donner une insuffisance rénale chronique. Il y a des maladies infectieuses aussi qui peuvent donner une atteinte de destruction chronique de rein, par exemple les cas des hépatites, les cas d'autres infections, par exemple le VIH, ça peut donner aussi une atteinte chronique, une destruction chronique de rein. Le phénomène s'aggrave et la fonction rénale perd son efficacité. L'insuffisance rénale est indolore. Pas de douleur, donc pas d'alerte. On ne s'aperçoit pas du mal. Seul remède à cela, le suivi d'indicateurs de la fonction rénale. Une simple analyse de sang ou d'urine permet d'identifier la dégradation du rein. Moi, par exemple, c'était une soirée avec des amis. 23h, je suis rentré à la maison. Vers 3h du matin, j'ai commencé à sentir mal au ventre. Sans aller dans les détails, ça faisait très mal. Et puis, on m'a amené à l'hôpital. On voulait même m'opérer. On pensait que c'était une hernie ou une maladie très compliquée. Mais quelques temps après, je ne sentais plus rien. C'est en vérifiant qu'on s'est rendu compte que j'avais des calculs, donc des cailloux dans les reins. À un moment, je me sentais toujours, j'avais un problème, beaucoup de douleurs au niveau du bassin, un peu d'histoire. La tension montait jusqu'à 22, 17 le matin, tu te laves, après tu commences à transpirer.
J'avais un peu d'inquiétude et de préoccupation quant à ce. Quelques mois plus tard, on va découvrir que j'avais un kyste rénal multioculaire. Bon, j'ai banalisé, puis je me suis rendu compte que c'était un problème réel. Lorsque le rein devient incapable de compenser la défaillance, la dialyse ou la greffe devient obligatoire. La dialyse est une épuration des liquides via un procédé s'effondrant sur l'osmose du corps que l'on veut séparer. L'hémodialyse ou la dialyse des sangs, c'est un principe physique bien connu qui met en contact le sang du patient et un dialysat adapté. L'objectif ici est d'établir un circuit de circulation sanguine permettant le filtrage du sang comme le ferait le glomérule. Quand les reins sont sévèrement atteints dans leur fonction, la vie du malade est menacée. Donc la mort peut intervenir à tout moment. Et pour éviter cette mort imminente, on recourt à des techniques de purification des reins en dehors des reins. Et ces techniques, c'est bien sûr la dialyse, mais la dialyse, c'est une technique de purification du rein en dehors des reins natifs. Donc on peut utiliser pour la dialyse des machines, comme on venait de montrer là-bas, ce qu'on appelle l'hémodialyse. Nous retirons le sang à travers un accès vasculaire qu'on appelle un cathéter ou bien une fistule aussi. Alors le sang quittera le corps du patient, passera à travers la machine. Sur la machine, il y a un dialyseur qu'on appelle aussi un rein artificiel qui permettra à ce que le sang du patient soit vraiment bien nettoyé, donc purifié. Et ce sang-là va perdre tous ses électrolytes. Les déchets seront évacués, mais il va quand même récupérer ses électrolytes à travers la diffusion et le sang propre retourne chez les patients. Bien, on peut utiliser la membrane qui recouvre nos viscères. C'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. On va mettre une solution de dialyse dans l'abdomen, dans le ventre, et cette membrane est recouverte est parcourue par des vaisseaux sanguins, et il va s'établir en fait, si vous voulez, deux compartiments. D'un côté, les compartiments où il y a le sang, le vaisseau sanguin, qui est un compartiment qui est si vous voulez, chargé de déchets, et de l'autre côté la cavité abdominale dans laquelle on a mis la solution de dialyse, qui est une solution qui ne contient pas de déchets. Alors quand on juxtapose deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable qui est le péritoine, qui a un compartiment qui est très concentré en déchets et un autre compartiment qui n'a pas de déchets, il va avoir ce qu'on appelle un phénomène physique qui s'appelle la diffusion. Donc les déchets vont partir du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Ce mode de traitement permet de suppléer. Donc il n'y a pas de guérison comme telle, mais on supplée, donc on aide le rein malade à faire son travail. Ok? Et comment on le fait? Nous avons deux possibilités. Soit on utilise une machine extérieure, on connecte le malade à travers ses vaisseaux pour que le sang arrive à cette machine qui a un filtre synthétique qui nettoie le sang en enlevant les déchets, puisqu'on met le sang en contact avec un liquide que nous appelons dialysat, et les déchets qui sont dans le sang passent au niveau de ce liquide qui sera éliminé. Et le sang propre rentre maintenant chez l'individu. Ça, c'est ce qu'on appelle hémodialyse. Le deuxième mode d'épuration ou de suppléance, c'est la dialyse péritonéale. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on fait? Si vous avez eu la chance de voir tuer un mouton ou une vache, vous verrez que les entrailles sont enrobées dans une enveloppe blanchâtre. Cette enveloppe-là, on l'appelle péritoine. Et cette enveloppe a beaucoup de vaisseaux
et à deux feuillets. Il y a un feuillet interne et un feuillet externe. Chez l'être humain, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons un tuyau, ok, qui va entre les deux feuillets. Et là-dedans, nous utilisons maintenant le péritoine comme un filtre, comme dans l'appareil extérieur. Donc, nous mettons le tuyau là-dedans et nous déversons le liquide qu'on appelle dialysa, qui reste là-bas pendant 4 heures du temps. Et pendant ces 4 heures, comme le filtre de l'appareil externe, les déchets qui sont dans le sang, puisque le péritoine est très vascularisé, il y a beaucoup de vaisseaux, les déchets qui sont dans le sang passent dans ces liquides et 4 heures après, nous drainons ces liquides et nous remplaçons. Donc, en une journée, l'individu peut faire 4 échanges pour enlever les déchets. Et ça, on appelle ça dialyse péritonéale. Et ça l'avantage, c'est que l'individu peut faire ça à la maison quand il a été formé sans venir à l'hôpital. Les maladies rénales et ses traitements sont souvent déroutants et inconnus pour les patients qui s'y trouvent confrontés. Lorsqu'on a été diagnostiqué pour la première fois, c'est la panique. C'est la panique. On se voit tout de suite rejoindre Jésus-Christ au paradis, quoi. Voilà, on m'a dit que c'était une maladie incurable et que j'avais perdu mes reins. Voilà, et moi j'ai fait quelques temps de coma. Et là, je me suis dit, bon, voilà, c'est fini pour moi. C'est vraiment une situation difficile pour quelqu'un qui commence à voir son sang passer à travers une machine. Ce n'est pas du tout facile. Par rapport à cette situation, nous offrons un traitement psychologique aussi. Par rapport à ça, nous essayons aussi d'aider ces patients à ne pas voir seulement cet état de maladie, mais à voir aussi un peu plus loin. Parce que certaines personnes pensent qu'avec l'insuffisance rénale, c'est la mort. Et pourtant, l'insuffisance rénale ne tue pas. Quand une personne fait régulièrement ces séances de dialyse, ce n'est pas l'insuffisance rénale qui va tuer la personne. Alors on essaye de faire voir aux patients que la dialyse est un traitement qui va juste aider le fonctionnement donc, de certains éléments dans son organisme et qui va vraiment aider et qui va offrir une qualité de vie meilleure à ces personnes. Alors ces gens-là sont des gens que nous suivons régulièrement parce que c'est une autre vie où on te demande de changer aussi ton régime alimentaire. Donc il y a beaucoup de choses qui changent vraiment en eux. Le parcours du patient atteint d'une insuffisance rénale passe par des phases d'espoir, de découragement ou de lassitude. Intégrer les nouvelles règles de vie et leurs contraintes n'est pas toujours facile. Il y a un régime alimentaire strict qu'il faut observer et on s'y adapte. On vous interdit pratiquement tout ce que vous aimez, mais vous n'avez pas de choix, la santé n'a pas de prix. J'ai accepté la maladie, c'est la première des choses, et j'essaie de maintenir mon moral haut en me disant qu'elle est arrivée, elle est arrivée. C'est une nouvelle vie, hein, je m'adapte. Vous savez, c'est pas facile. Chaque fois que je suis au boulot, je dois quitter le boulot pour venir faire la dialyse 3 fois par semaine. Et puis il y a les mauvaises conditions après la dialyse, les nausées, les faiblesses et les courbatures et tout. Et puis parfois vous levez très très mal le matin parce que vous avez fait la dialyse à la veille. Et je m'accoutume, voilà, je ne pleure pas trop parce que Dieu m'a donné la vie et je suis optimiste et qu'un jour peut-être je retrouverai un de mes reins. Dans une approche intégrée du management de l'insuffisance rénale chronique en phase terminale, la greffe reste donc le traitement de choix, tandis que la dialyse devrait être considérée comme une rampe de lancement vers la transplantation. On m'a exigé à ce qu'on me soigne et le traitement là, c'était d'abord la dialyse et puis après la dialyse, on devait enlever ces reins là, les opérer, donc sortir les reins et chercher un donneur qui pouvait me donner un rein. Au moment où je vous parle, on m'a transplanté, donc on m'a mis un rein d'une autre personne. La greffe rénale, c'est le deuxième miracle de la néphrologie, recommandé en cas d'une insuffisance rénale chronique en phase terminale. Il s'agit d'une intervention chirurgicale
qui consiste à remplacer les reins défectueux par un rein sain prélevé sur un donneur vivant ou cadavérique. Cadavre veut dire une personne qui est dans un état de mort clinique. Donc ce n'est pas qu'on va au cimetière, non. Donc quelqu'un qui est dans un état de mort clinique, qui est maintenu en vie artificiellement, donc on prélève ses reins et l'un de ces reins est transplanté et mis dans le corps du malade qui a l'insuffisance rénale chronique. Et ainsi, ces reins va faire ce que le rein natif n'arrivait plus à faire, donc purifier le sang, tout ce que vous voulez. L'opération elle-même n'est pas très compliquée, mais ce qui est plutôt difficile, vous voyez, le corps humain fait de manière que si on prend un corps étranger qu'on met dans votre corps, vous allez rejeter le corps étranger. C'est ainsi que lors de la greffe, le malade est soumis à prendre toute sa vie un traitement qui augmente, si vous voulez, la tolérance de son corps vis-à-vis du corps étranger. Donc ce qu'on appelle des médicaments immunosuppresseurs, donc des médicaments qui empêchent le rejet. Bien que les gens aient deux reins à la naissance, le corps peut néanmoins fonctionner convenablement avec un seul s'il est sain. C'est le cas de Denis Tamine. À ces jours, ça me fait 10 ans que je vis avec un seul rein. Et voilà. J'ai un moral très haut et la preuve, c'est que je vous dis, j'ai fait avec, ça fait 10 ans. Et c'est derrière moi. Moi, je suis devant. On m'a mis un rein d'une autre personne. Mais depuis 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2 ans après, je mène une vie normale. Donc la maladie existe, ou si elle existait, c'est dans le passé. Une personne qui est greffée vit normalement, à part le fait qu'elle prend des médicaments tous les jours. Une personne qui est greffée, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'un rein, vit comme quelqu'un qui est né avec un seul rein. Parce qu'il y a dans la population, azo vivre kaka na rein moko wana. Donc rein moko wana ezo sala musala lokola daki na ba rein mibale. Donc moto aza greffé. Différence c'est ça kaka ke azo mela ba kisi tous les jours par rapport à la personne qui est née avec un seul rein. Donc cette personne qui est greffée, elle peut concevoir, peut avoir des enfants, ça ne pose pas de problème. Donc c'est un problème de suivi. Émilie Okende est donneur. Elle vit depuis plus d'1 année avec un seul rein après avoir sauvé la vie de son mari. Moi et mon mari, nous étions compatibles. Puis j'ai accepté de lui donner mon rein. On a fait l'opération. Ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je vis normalement. Le greffon est conservé à 4 degrés dans la glace. S'il est prélevé dans le 12 heures, meilleur sera le résultat pour le patient. La transplantation rénale est rodée. Pratiquée depuis 1952, c'est une chirurgie qui demande de l'expérience et de la mine à cause de la finesse de fil pour réaliser les coutures veineuses artificielles et urinaires entre les greffons et les patients. Les transplants est placé non pas au niveau du rein malade, mais dans le bas de l'abdomen. L'opération dure 3 heures. Une pratique qui jusqu'ici n'est pas effective en République démocratique du Congo par manque d'un cadre juridique devant régir l'action et sécuriser les parties prenantes, à savoir les patients, sa famille et les médecins, mais aussi par manque de ressources. Nous avons présenté au président de l'Assemblée nationale un projet de loi sur la transplantation d'organes, parce qu'il faut organiser la transplantation d'organes qui ne se fait pas encore ici chez nous. Les malades doivent aller en Inde, en Afrique du Sud, en Europe, et seulement après nous reviennent pour la surveillance. Donc nous avons parlé au président de l'Assemblée de cette loi pour que l'on puisse organiser la transplantation d'organes. Parce que vous allez me poser la question de savoir où est-ce qu'on attrape ces reins-là. Donc il y a 2 possibilités. Nous, ici c'est encore difficile, mais en Europe ou dans d'autres pays développés, on a 2 possibilités d'avoir de reins. Le rein des cadavres
et les reins des personnes vivantes, donc de donneurs. Comme vous par exemple, vous pouvez donner à un membre de famille. Vous voyez, donc tout ça doit être réglementé. Parce que si vous prenez des reins cadavériques, donc des cadavres, il faut que ces gens au préalable aient accepté que si je dois mourir, il faut qu'on prenne un organe chez moi. Et ça pose aussi un problème de médecine légale. Il faut savoir comment déclarer que cet individu-là est mort, parce qu'il faut prendre les organes avant que tout s'arrête. Donc il faut définir la mort cérébrale. Donc il y a plusieurs aspects légaux dont il faut tenir compte de la loi. C'est pourquoi nous en avons parlé. Mais nous avons la chance, les quelques malades que nous suivons, qui ont été transplantés, ce sont les membres de famille pour la plupart, qui ont donné leur rein. Parce qu'il faut faire des examens pour voir s'ils sont compatibles ou ne sont pas compatibles. Donc il y a tout un processus. Et il faut bien encadrer ça pour éviter que des gens vendent leurs organes à titre lucratif pour chercher l'argent. Nous sommes en train de nous préparer en conséquence, donc nous avons envoyé des jeunes médecins pour aller se former en matière de transplantation, parce qu'il faut faire une fistule, donc pour permettre au tuyau extérieur d'entrer dans le corps de l'individu, il faut préparer tout le matériel. Mais le grand problème, c'est l'acceptation au niveau de la population. Et c'est là qu'il faut faire un grand effort de sensibilisation. Le miracle de la science et la technique a permis de surmonter les maladies autrefois inévitablement mortelles. Mais on ne peut s'en tenir là. Continuer de progresser en améliorant la qualité thérapeutique tout en accompagnant les patients à mieux vivre leur pathologie et leur traitement, c'est la mission, la motivation, mieux encore, le défi quotidien des services de néphrologie ayant abouti à la mise en place d'une société savante dénommée la Société congolaise de néphrologie, SOCONEF en sigle, une ASBEL qui a pour mission de promouvoir la recherche en vue d'améliorer la qualité des soins des maladies rénales. Devenue très fréquente en RDC, bien qu'elle très peu connue du grand public, un adulte sur 8 souffre d'une maladie rénale et les enfants ne sont pas épargnés. Les enfants même de moins de 5 ans peuvent souffrir aussi bien de l'insuffisance rénale chronique que de l'insuffisance rénale aiguë. N'est-ce pas? Alors, pour l'insuffisance rénale chronique chez les enfants de moins de 5 ans, dans la majorité des cas, il s'agit de malformations au niveau des voies urinaires. Il s'agit de malformations des voies urinaires. Il y a parfois des formes congénitales de maladies des reins qui existent aussi, et dont les manifestations peuvent être plus précoces. Dans des rares cas, certaines maladies maternelles, surtout une forme des atteintes glomérulaires, peuvent transmettre, les mères, au fait, je voulais dire, peuvent transmettre certains anticorps à leurs enfants qui peuvent développer aussi des maladies rénales, mais c'est assez rare quand même en termes de fréquence. Donc il faut retenir les malformations au niveau des voies urinaires, ces malformations entraînant les infections urinaires à répétition, parfois même sans passer par les infections urinaires à répétition. Toutes ces entités peuvent exposer à la maladie rénale chronique. Concernant les agressions rénales aiguës, les mêmes causes à la base des insuffisances rénales aiguës chez les adultes, on peut les avoir aussi chez les enfants, surtout lorsque ces infections, les diarrhées, les gastro-entérites ne sont pas correctement prises en charge. On peut avoir l'insuffisance rénale aiguë même chez les enfants. La prévention est possible grâce à l'information, la détection et la prise en charge précoce de la maladie qui permettra ainsi de ralentir la dégradation des néphrons. Le moyen de dépistage, il y en a beaucoup, mais il y a deux principaux moyens de dépistage. Je dirais même les moyens les plus importants. C'est la protéinurie et puis le dosage de la créatinine. Donc la protéinurie, c'est-à-dire la recherche de protéines dans les urines, nous aide
à dépister la plupart des maladies rénales chroniques. En situation normale, on ne devrait pas éliminer plus de 200 mg de protéines dans les urines de 24 heures. Donc quand on en élimine beaucoup, donc ça signe une maladie des reins, le dépistage. La créatinine, c'est au niveau du sang. Le taux élevé de créatinine permet également de dépister des maladies des reins. Bien sûr, il y a d'autres examens encore. J'ai dit les deux là sont vraiment les deux examens majeurs. Mais les autres, c'est comme les sédiments urinaires. On peut identifier la présence des globules rouges déformés dans les urines. Ça signe aussi une maladie des reins. L'échographie, mais parfois c'est très tardif, sauf dans certaines maladies comme des kystes au niveau des reins. Mais bref, les gens doivent retenir deux examens majeurs. La recherche de protéines dans les urines et la créatinine au niveau des sangs. Ces deux examens peuvent se faire dans beaucoup d'hôpitaux. Donc vous voyez que le dépistage des maladies des reins peut vraiment se faire partout. Je rappelle, en situation normale, on doit uriner 1000 à 1500 ml par jour. Lorsque vous avez un patient qui a ces complications-là, infection, déshydratation, hémorragie, vous constatez que sa quantité d'urine commence à diminuer, c'est vraiment parmi les signes d'alerte. Et là, nous disons, au niveau des hôpitaux, il faut avoir l'habitude de doser les urines chaque heure. C'est l'une des missions de l'Association congolaise des personnes avec maladie des reins, ACPAMAR, qui va également promouvoir la culture du dépistage, le don du rein en RDC, mais également multiplier les plaidoyers pour la gratuité de la prise en charge de la maladie de rein, dont la dialyse à l'instar d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Sénégal et tant d'autres. Chaque année, en raison d'un diagnostic tardif, des millions de personnes dans le monde décèdent prématurément des suites d'une insuffisance rénale chronique ou de ses complications. C'est dans ces contextes que la Fondation du Rein, créée en mars 2002 à l'initiative de plusieurs sociétés savantes et associations, a décrété le deuxième jeudi du mois de mars, Journée mondiale du Rein. Une journée qui a pour objectif d'informer les grands publics sur les stratégies de prévention et de traitement de ces affections que l'on évoque très rarement dans le média. Des maladies des reins se développent dans la ville de Kinshasa. L'hémodialyse, ça se développe. La dialyse péritonéale, c'est presque un acquis dans la ville de Kinshasa. Mais ce sont des traitements qui coûtent très cher, très cher. La dialyse péritonéale, l'hémodialyse, chaque mois, il faut réunir 20 000 à 30 000 $. C'est énorme. Quand bien même on réunirait cet argent, il y a toujours beaucoup de complications. Donc vous voyez que la prise en charge des maladies des reins à des stades avancés est très très compliquée. D'où il faut le prévenir. Tantôt je disais, ces maladies, lorsqu'elles arrivent au stade 5, qui requièrent la dialyse ou la transplantation, sachez-le, dans 50% des cas, elles auraient dû être prévenues. Prévenues comment? Prévenues grâce à un dépistage précoce, à une prise en charge précoce. La maladie des reins évolue en 5 stades, la maladie chronique. Au stade 1-2, la personne peut guérir. La personne peut guérir. Au stade 3-4, ça devient compliqué. Il s'ajoute des complications cardiaques. Beaucoup meurent même avant d'atteindre le stade 5. Le stade 5, c'est très coûteux, la prise en charge, trop de décès. Mais l'avenir de patients se joue souvent au stade 1-2. Comme j'ai dit, c'est un stade où on peut guérir. La Journée mondiale du rein est aussi l'occasion d'attirer l'attention du grand public sur le rein, un organe souvent négligé, mais qui joue un rôle important dans l'organisme. Les reins jouent également le rôle dans l'élimination des acides qui sont produits dans notre corps par les différents travaux qui se font dans le corps, les différentes activités de l'organisme.
Les reins gèrent également la quantité de sel que nous avons dans le sang. Les reins gèrent également la quantité de sang en produisant l'érythropoïétine qui est très importante pour que nous puissions avoir une quantité de sang en termes de volume de quantité d'hémoglobine normale. Donc les reins en fait produisent l'érythropoïétine qui est important, qui aide à ce que la maturation de globules rouges se fasse vite pour que nous puissions avoir un taux normal d'hémoglobine. Alors, comment réduire les risques d'une maladie rénale? C'est simple. 1. Contrôlez votre tension artérielle car l'hypertension est la première cause de la maladie rénale. 2. Arrêtez de fumer. Le tabac diminue le flux sanguin vers le rein et favorise l'apparition d'une insuffisance rénale. En outre, il augmente les risques de cancer du rein de 50%. 3. Buvez entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. 4. Mangez sain et contrôlez votre poids en adoptant une alimentation variée, pauvre en sel et en graisse, mais riche en fibres. 5. Pratiquez une activité physique régulière telle que la marche, un petit marathon, faire le vélo pour ainsi lutter contre la sédentarité. Et enfin, évitez les recours à l'automédication car les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être toxiques et pourra ainsi endommager vos reins lorsqu'ils sont pris régulièrement.